Bonjour tout le monde. Dans la série des cours du module physique des composants semi-conducteurs 3, destiné principalement aux étudiants de Master 2 microélectronique, nous allons aborder un nouveau cours aujourd'hui qui porte sur le transport parallèle dans les structures quantiques, les fuganes et le blocage de Coulomb ainsi que le transistor à un électron. Donc, pour commencer, je vous donne le plan de l'exposé. Nous allons commencer par discuter la limite de l'approche semi-classique, puis les différents types de transport et la différence entre les types de transport. On aborde par la suite la mobilité, le mécanisme de la mobilité, la mobilité et le type de transport. On passe par la suite à l'effet de la séparation spatiale des électrons et des ions sur la mobilité et l'effet GAN dans les deux cas, dans les matériaux massifs et dans les structures à base de puits quantiques. Nous dirons quelques mots sur le transfert dans l'espace réel et nous allons passer à les talons de résistance. Et nous ferons par le blocage de Coulomb dans le cas d'une jonction tunnel et dans le cas de jonction tunnel. Et bien sûr, on finit par dire quelques mots sur le transistor à un électron. Concernant l'application de l'approche semi-classique au phénomène de transport dans les semi-conducteurs, donc on utilise cette approche semi-classique de type corpusculaire lorsque le transport s'effectue à l'intérieur d'une bande permise. Par exemple, quand on traite le transport des électrons dans la bande de condition ou plutôt dans la bande de valence. Par contre, lorsque les phénomènes de transport mettent en jeu des transferts à travers des bandes d'énergie interdites, les modèles semi-classiques donc atteignent leurs limites. En plus, toujours dans ce dernier cas, lorsque les dimensions d'un composant sont très réduites, donc on doit passer au concept de la mécanique quantique. Parce que dans ce cas-là, les phénomènes ondulatoires apparaissent clairement. Notamment dans le cas où les déplacements des porteurs sont limités dans une ou plusieurs dimensions, c'est-à-dire quand on est en présence d'un confinement quantique des porteurs. Lorsqu'il y a un confinement des porteurs, le mouvement de ces derniers est considérablement modifié, comme on va le voir par la suite. Donc, le transport sur l'effet des champs électriques il sera très anisotrope. Et c'est la raison pour laquelle on va avoir le transport parallèle et le transport perpendiculaire. Le transport parallèle a lieu lorsque la direction du champ électrique correspond à un degré de liberté des porteurs. Par contre, le transport perpendiculaire il a lieu lorsque le champ électrique est dirigé suivant l'axe ou dans le plan de quantification de la structure. Dans ce cas, le transport est qualifié de perpendiculaire et on le rencontre par exemple dans le cas du canal du transistor MOS. Ici, on a essayé d'illustrer un peu les deux types de transport. Donc, lorsque le champ électrique est se situe dans le plan des couches, donc là, on a généralement un transport parallèle. Par contre, lorsque le champ électrique est dirigé perpendiculairement à ces couches, au plan des couches, donc on a un transport perpendiculaire. Bien sûr, il y a une différence entre ces deux types de transport. Donc, dans le cas du transport parallèle,
le transport des porteurs est peu affecté par le confinement quantique. Et par conséquent, on peut continuer à utiliser les méthodes classiques avec quelques ajustements liés à la densité d'état et au phénomène de diffusion. Par contre, dans le cas du transport pendulaire, hein, donc on doit utiliser des concepts purement quantiques pour interpréter les effets physiques spécifiques de ce type de transport et modéliser les composants qui exploitent ces effets. Ben, concernant la mobilité dans le transport parallèle, donc nous savons que la mobilité est affectée par le mécanisme de diffusion suivant. Il y a la diffusion par les impuretés ionisées qui prédominent à basse température. Il y a aussi la diffusion par le réseau cristallin, ce qu'on appelle les phonons, rencontrés à haute température. Il y a aussi l'effet de la rugosité des interfaces entre les différentes couches. Dans le cas du transport parallèle à l'intérieur d'une hétérostructure, comme on l'a vu la dernière fois, l'amélioration des performances par rapport au matériau massif est principalement due à l'amélioration de la mobilité électrique parce que on éloigne les porteurs de charge de l'effet des impuretés ionisées. Donc, lorsqu'on introduit en plus une couche tampon, donc, on améliore davantage cette séparation et donc la mobilité s'améliore davantage. Donc, ici, nous donnons un peu une idée sur les différents paramètres qui affectent la mobilité. Ici, nous avons le cas du silicium et là, le cas de GAS. Et là, on traite l'effet du dopage. Donc, dans les deux cas, dans les deux cas de ces deux matériaux, donc, lorsque le dopage est faible, donc la mobilité est relativement constante. Par contre, à des forts dopages, la mobilité commence à décroître sur l'effet des ions, des impuretés ionisées. Par contre, l'effet de la température est illustré par ces deux courbes ici. Pour le cas du silicium, nous avons ici le cas du silicium dopé P et là l'effet de dopage de type 1. Donc, on constate que lorsque le dopage est faible, donc la mobilité est importante, mais elle décroît en fonction de la température. La même chose lorsque le dopage est de type 1. Concernant l'effet des champs électriques, donc on constate que pour les faibles champs électriques, donc la variation des champs, plutôt de la vitesse en fonction des champs électriques est linéaire. Donc la mobilité pour les faibles champs est constante. À des champs élevés, donc il y a un phénomène de saturation, puis un phénomène de palier, parce que la vitesse atteint ses limites. Dans le cas de la séparation, c'est-à-dire lorsqu'on tient compte de la séparation spatiale des électrons et des ions, des impuretés ionisées, donc la mobilité est pratiquement constante et elle est donnée par cette expression. Donc on voit bien qu'elle est indépendante de la température. Donc ici, les différents paramètres qui apparaissent, notamment la largeur de la couche tampon non dopée, qui diminue l'effet des impuretés ionisées, l'effet
le paramètre lié à la largeur de la zone de charge d'espace de la barrière et la largeur effective du puits de potentiel, comme on le voit ici. Donc voilà, c'est pratiquement l'aspect technologique qui gouverne la mobilité. Toujours lorsque on parle du cas où il y a séparation spatiale entre les électrons et les impuretés, pour des températures intermédiaires, les phonons acoustiques commencent à avoir un effet sur la mobilité. Donc, on voit que la mobilité diminue comme insureté. Pour des températures élevées, il y a intervention du phonon optique, mais de façon exponentielle. Bon, ces trois cas sont résumés ici. Donc, pour les faibles températures, donc on constate ici que l'effet des impuretés ionisées est minime parce que nous avons séparé entre les impuretés et les porteurs de charge. Pour les températures intermédiaires, la mobilité diminue. Et pour les températures élevées, donc elle continue de diminuer à cause de l'effet, ici, dans ce cas-là, pour les températures intermédiaires, l'effet des phonons acoustiques, il est ici pour les températures élevées à cause des phénomènes optiques, des phonons optiques. Concernant l'effet du champ électrique, donc nous avons pour les faibles champs un régime linéaire, comme on vient de le voir, un régime de survitesse à des champs suffisamment élevés, un régime de saturation à fort champ. Donc, si on fait une comparaison entre ces cas de gaz d'électrons bidimensionnels aux matériaux massifs, donc on constate que la mobilité à faible champ est plus importante dans le cas d'un gaz d'électrons bidimensionnel. Donc ici, comme on le voit, la mobilité pour des champs faibles, elle est importante pour le cas de gaz d'électrons bidimensionnel que le matériau massif. Pour des forts champs, donc les deux comportements sont proches. Bon, maintenant, on passe à l'effet GAN, dans le cas de gaz d'électrons bidimensionnel. Tout d'abord, on rappelle ce qu'on a vu dans le cours du premier semestre. Donc, lorsqu'on a traité la cristallographie, donc la maille dans l'espace direct, dans cette maille, on peut, qui est généralement multiple, on peut déterminer la maille élémentaire grâce à la technique de Wegener-Seitz. Et à partir, lorsqu'on projette cette maille dans l'espace réciproque, donc on va obtenir quelque chose qui ressemble, parce qu'on a vu que l'image d'une maille cubique centrée, c'est une maille cubique face centrée. Bien sûr, cette maille de Wegener-Seitz dans l'espace réciproque s'appelle la zone de Brillouin et elle est très importante pour l'étude de la dispersion d'énergie. Donc, dans cette zone de Brillouin, donc on définit ici un point gamma au milieu et les différentes directions, comme on le voit ici. Donc, la direction selon la direction 1, 0, 0 ou 0, 1, 0 ou 0, 0, 1, donc sont équivalents donc, et ces directions coupent la première zone de Brillouin au point désigné par X. Par contre, la direction selon la direction 1,
un 0, donc elle coupe la première zone au point K. Par contre, la direction qui pointe du centre de zone selon la direction 1, 0, il coupe la première zone de Brillouin au point L. Maintenant, si on représente la relation de dispersion dans la première zone de Brillouin pour le silicium et pour le GS, donc on trouve ces courbes de dispersion ici. Donc ici pour le GAS, qui est un matériau agate direct, donc on constate que le minimum de la bande de condition est, est juste au-dessus du maximum de la bande de valence, alors que il est décalé, ici le minimum de la bande de conduction est décalé par rapport au maximum de la bande de valence pour le silicium. On constate ici qu'il y a la présence de vallées. Il y a la vallée ici au point gamma, il y a la vallée ici L. Donc, lorsqu'on on applique un champ électrique, donc les électrons peuvent passer de cette vallée à celle-là pour dans le cas du GS et de celui-là vers celui-là et pour plutôt de celui-là à celui-là pour le cas de silicium. Donc, lorsqu'on est, par exemple, dans le cas de GS, donc, lorsque les électrons sont ici au centre de la zone, dans la vallée gamma, ils ont une faible masse et une mobilité importante. Donc, c'est la raison pour laquelle la vitesse croît avec le champ électrique. Par contre, quand les électrons passent de la vallée gamma à la vallée L, la masse effective devient importante alors que la mobilité diminue. Et donc, c'est la raison pour laquelle malgré l'augmentation du champ, la vitesse diminue, donc il y aura la pente négative et donc la mobilité diminue. Ça pour le matériau massif. Ce comportement, on peut le trouver aussi dans le cas des puits quantiques. Donc, si on prend le cas de l'hétérojonction ici, là c'est la barrière, ici c'est le puits. Donc on a dit si on dope ici, c'est-à-dire dans la région de la barrière, et puisque l'énergie ici de la bande de conduction dans la barrière est supérieure à celle du puits, donc les porteurs de charge se thermalisent ici et descendent. Et lorsqu'ils arrivent ici, ils sont loin de l'effet des impuretés ionisées. Donc, lorsqu'on leur applique un champ électrique, ils se déplacent à des vitesses importantes grâce à la mobilité importante ici. Mais bon, lorsqu'on augmente le champ électrique, donc ces électrons acquièrent une certaine énergie et donc peuvent passer ici dans la bande de conduction de la barrière. Et là où leur mobilité est inférieure, donc et il va avoir une vitesse faible. Et donc, ce qu'on voit ici, ce qu'on résume, donc ici vous avez les variations de la vitesse en fonction du champ électrique pour donc des porteurs de charge dans le pi. Et ici, c'est les électrons dans la barrière, parce que leur mobilité est, est devenue petite. Bon, lorsqu'on prend le comportement global
dans cette structure. Donc, on va avoir ce comportement qui ressemble à ce qu'on a vu dans le matériau massif, mais bien sûr avec des mobilités et des vitesses plus importantes. Lorsqu'il y a confinement quantique, donc on a dit que donc, premièrement, sur le plan modélisation, il faut utiliser les lois de la mécanique quantique. En plus, on a dit qu'il y a quantification de l'énergie et le comportement de certains paramètres change par rapport au comportement dans le cas classique. Et c'est le cas, par exemple, si on prend la variation de, de la conductivité, si on détermine comment varie la conductivité d'un fil quantique, donc on trouve que lorsqu'on applique une tension à ce fil quantique, donc le courant varie et la question de proportionnalité ici, qui est la conductivité, elle est donnée par cette expression. On constate qu'elle ne dépend que de constantes universelles. Et donc, ça est différent à ce qu'on a dans le cas d'un matériau massif. En plus, ça, c'est dans le cas où on tient compte de la conduction dans des fils quantiques lorsqu'il y a une seconde qui est peuplée. Par contre, si plusieurs secondes sont peuplées, donc cette conductance sera multipliée par le nombre de secondes peuplées. Donc, cette conductance, qui ne dépend que de constante universelle, qui est la conductivité, donc son inverse donne la résistance. Et cette résistance qui constante a été prise comme étalon. Et cette valeur qui est H sur E au carré, donc elle porte le nom de la constante de von Klitzin, parce que c'est ce physicien allemand qui a découvert ce phénomène. Donc, lorsqu'on regarde comment évolue la conductance d'une telle structure en fonction de la tension, donc on constate que la conductance varie par palier. Donc, la conductance est une succession de plateaux avec des sauts qui sont constants, qui sont de cet ordre. Et donc, on voit que lorsqu'il y a confinement, donc le comportement de la matière change et donc les paramètres, certaines grandeurs physiques montrent un comportement qui n'est pas celui rencontré dans le cas des matériaux massifs. Maintenant, on passe au blocage de Coulomb. Donc, avant de parler du blocage de Coulomb, parce qu'on va avoir besoin de la notion de l'effet tunnel, donc on va rappeler un peu, on va faire un petit rappel sur la diode tunnel. Donc, tout d'abord, comment obtenir la diode tunnel? La diode tunnel, c'est une diode, seulement c'est que le côté P est fortement dopé avec un dopage qui est supérieur à 10 puissance 19 par centimètre cube. Et le côté N est aussi fortement dopé avec un dopage supérieur à 10 puissance 19 cm moins 3.
Donc, puisque le dopage, la zone de charge d'espace dépend du dopage, donc on va se rendre compte que ce fort dopage donne une zone de charge d'espace avec une épaisseur très faible de quelques dizaines d'angstrom. Et ce fort dopage, donc, il introduit une dégénérescence du semi-conducteur. Et donc, le niveau de Fermi pour les trous se trouve dans la bande de valence, alors que le niveau de Fermi des électrons pénètre dans la bande de conduction. Et puisque la zone de charge d'espace est très faible, donc le courant peut passer par effet tunnel à travers la jonction tunnel. Bon, donc, on revient maintenant au blocage de Coulomb. Supposons qu'on a un porteur de charge, par exemple un électron, qui se trouve dans l'état 1, qui a une énergie E1, et qu'on veut faire passer dans l'état 2. Dans le cas, l'énergie mise en jeu ne permet pas à cet électron de passer à l'état 2, donc et le transfert ne peut pas avoir lieu. Et donc, on a un blocage de Coulomb. Le but de l'étude du blocage de Coulomb, donc c'est un mécanisme qu'on va utiliser pour élaborer le transistor à un électron, car à travers ce blocage de Coulomb, on a la possibilité de contrôler le flux de porteurs électron par électron. Pour mettre en évidence ce blocage de Coulomb, donc on va revenir à la diode tunnel ou à la jonction tunnel. Donc, la zone de charge d'espace, on a vu qu'on peut la schématiser par un condensateur et qui a une capacité C. Donc, si on applique une tension V, les électrodes de cette capacité se chargent avec une quantité de charge Q, et donc on a une énergie électrostatique emmagasinée dans de ce condensateur qui est donné par cette expression. Donc, à partir de cette expression de l'énergie électrostatique emmagasinée, donc, on peut dire que si la charge Q varie d'une quantité de Q, donc l'énergie, cette énergie W va varier de W qui est liée à la variation de la charge selon cette expression. Maintenant, si on considère toujours le cas de condensateur avec une épaisseur suffisamment faible, donc si on applique une polarisation V à cette structure, donc on va avoir un décalage entre les niveaux de Fermi des deux côtés de la jonction. Et ce décalage est donné par cette expression. Donc, l'électrode, le niveau de Fermi de l'électrode 2 descend par rapport à F1 d'une quantité égale à EV, où V, c'est la tension de polarisation de la structure. Maintenant, si on s'intéresse à la variation de l'énergie lorsqu'un électron passe de l'état 1 à l'état 2. Donc, si un électron passe de cet état à cet état, donc il y a variation d'énergie infinitésimale, donc qui est donnée par cette... et la variation correspondant à ce transfert d'électrons doit être
peut être obtenu en intégrant cette expression entre 0 et E, c'est-à-dire avant passage, cette charge était 0 et après passage, c'est la charge. Donc, après passage de l'électron, donc, le niveau de Fermi de ce côté, il va remonter d'une certaine quantité qui est donnée par cette expression. Et dans ce cas, la différence entre les deux niveaux de Fermi n'est plus un EV, mais qui est EV moins cette variation due au transfert d'un électron de l'électrode 1 à l'électrode 2. Qu'est-ce qui se passe si l'énergie de polarisation est supérieure à la variation de l'énergie correspondant au passage de l'électron de cette région à cette région, ce qui revient à dire que la tension est supérieure à cette valeur. Dans ce cas, la différence F1 moins F2 reste positive après le transfert. Donc, le niveau F2 reste au-dessous du niveau F1 et donc l'électron est transféré et ensuite évacué à travers le circuit extérieur pour revenir à l'électron. Donc, puisqu'il y a ce transfert d'électrons entre l'électrode 1 et l'électrode 2, donc le courant tunnel circule et par contre, le blocage de courant n'a pas lieu parce qu'il y a un transfert de charge entre les deux électrons. Par contre, si l'énergie apportée à la structure sur la polarisation V est inférieure à cette variation d'énergie nécessaire pour faire transférer l'électron de l'électrode 1 à l'électrode 2, si elle est inférieure à cette énergie, ce qui revient à dire si la tension V est inférieure à cette valeur, donc le niveau F2 va devenir au-dessus du niveau F1 et dans ce cas, il n'y a pas possibilité de transférer l'électron de l'état 1 à l'état 2 et donc, qu'est-ce qu'on va conclure? On dit que le courant tunnel est donc nul et le blocage de Coulomb a lieu. Donc, vous verrez, selon la tension appliquée, donc on peut avoir blocage de Coulomb. Bon, donc, en résumé, selon la tension appliquée, donc si la tension se trouve dans cette gamme, il y a blocage de Coulomb. Par contre, si la tension est supérieure à cette valeur ou inférieure à celle-là, donc le courant tunnel circule, donc il y a absence de blocage. Donc, tout dépend de la tension appliquée à la structure. Il y a une question qui se pose, est-ce que ce blocage de courant peut avoir lieu sans problème? La réponse est non, parce que s'il y a des fluctuations thermiques de charge qui sont importantes, donc ces fluctuations thermiques vont masquer le blocage de courant et donc on ne peut pas le voir. Et donc pour voir ce blocage de courant, donc on doit avoir ce terme, cette variation d'énergie électrostatique doit être supérieure aux fluctuations de l'énergie thermique, ce qui revient finalement à dire que la capacité de la structure en farad doit être inférieure, très inférieure à 10-15 sur la température en degrés K. Une autre question se pose concernant la polarisation de la structure. Donc, on peut faire une polarisation à l'aide d'une alimentation de tension ou bien une alimentation
de courant. Donc, on constate que pour l'alimentation en tension, sous tension constante, donc ne donne pas lieu au blocage de colonne. Par contre, lorsqu'on alimente la structure à d'une alimentation constante, donc on peut avoir le blocage de colonne parce que dans ce cas, dans le cas de l'alimentation en tension constante, donc la tension impose le passage du courant tunnel et donc on ne peut pas avoir l'effet de blocage de courant. On va voir maintenant le blocage de courant où il y a association de deux structures de type jonction tunnel. Dans ce cas-là, si on applique une tension V à la structure, donc elle sera répartie à une partie V1 appliquée à la structure, la première jonction, et une partie V2 qui est appliquée à la deuxième structure. Bien sûr, si on utilise ces deux expressions, on peut avoir l'expression de la quantité de charge qui apparaît ici sur chaque électrode et la tension retenue par chaque structure en fonction de la tension totale appliquée. Maintenant, s'il y a, par exemple, s'il y a un électron qui arrive à passer à travers la première jonction tunnel et un 2 à travers la deuxième jonction, donc les tensions retenues par la première et la deuxième jonction tunnel donc, vont leur expression vont devenir comme elles sont données ici. Il y a ces deux termes qui interviennent, qui dépendent du nombre d'électrons qui ont traversé les deux jonctions. Maintenant, si on revient au cas d'un électron qui arrive à passer à travers la première jonction, donc dans ce cas, il va avoir diminution de V1 et une augmentation de V2 de cette quantité. Et par conséquent, EF1 ici va monter de cette quantité. Si la tension vient avant le transfert vérifie cette condition, donc EF1 est au-dessus de EF0 et donc l'effet tunnel ne peut pas avoir lieu et donc le blocage de courant a lieu. Donc c'est la raison pour laquelle le courant ne passe pas. Donc, le blocage de courant a lieu si V1 vérifie la condition et ce qui a conduit à la condition sur V qui vérifie cette expression. Ça, dans le cas où on applique une tension négative sur le côté gauche et une tension positive. Maintenant, si on inverse la polarisation, donc le blocage de 1 a lieu si la tension est inférieure à cette expression. Donc, pour cette structure, donc, lorsque la tension appliquée se situe dans cette gamme, il y a blocage de courant. Par contre, si elle est inférieure à cette valeur ou supérieure à cette valeur, il y a des blocages, donc il y a effet tunnel. Ce qu'on peut déduire de cette deuxième structure à deux jonctions, donc on peut dire que ce dispositif à deux jonctions permet donc d'observer le blocage de courant sous une polarisation en tension, alors que
le dispositif à injonction n'autorise son observation que sous une alimentation en courant. Donc, dans ce deuxième cas, même si on utilise une alimentation à tension constante, on peut voir l'effet de blocage d'eau. Donc, il est plus facile de mettre expérimentalement en évidence ce phénomène de jonction en utilisant une source de tension. Comme application de ce blocage de courant, donc, il y a conception d'un nouveau transistor qui est basé sur le blocage de courant. Seulement, il y a ajout d'une électrode latérale qui joue le rôle d'une grille, comme le cas du MOSFET. Et donc, cette grille, son rôle, c'est elle fait varier la charge de l'électrode centrale. Et donc, par l'intermédiaire de la variation de cette charge de l'électrode, elle permet de commander le courant qui traverse ce transistor. Et donc, on arrive à construire ainsi un nouveau transistor, mais l'avantage, c'est qu'il peut, dans ce transistor, on peut contrôler le flux de courant qui traverse ce transistor un par un. Et donc, vous voyez ici les conditions pour avoir le blocage ici et pour avoir le courant tunnel. On voit qu'il dépend des capacités des jonctions tunnel et de la capacité de la grille. Mais lorsque la tension est supérieure à cette valeur ou inférieure à celle-là, donc il y a passage du courant qui ne dépend que de la résistance de ces deux jonctions. Donc, pour les conditions sur les paramètres du transistor à un électron, premièrement, les capacités doivent être très faibles, mais il faut que les épaisseurs d'isolant soient très faibles pour autoriser l'effet tunnel. Donc, il résulte de ça que l'électrode centrale doit être de taille très réduite. Mais le fait de prendre l'électrode centrale, la taille de cette électrode centrale réduite, donc on est obligé de prendre en considération les effets de basse dimensionnalité qui se traduit par des états d'énergie discrets. Et donc, il est important d'utiliser, il est obligatoire plutôt d'utiliser les lois de la mécanique quantique pour étudier et modéliser ces types de structures. Quel est l'intérêt pratique de ce type de transistor? Donc, ce transistor, un électron, c'est un bon candidat pour combiner faible consommation d'énergie et densité de composants élevée. Donc, puisque les dimensions sont réduites, donc il nécessite une faible consommation d'énergie. Et comme ces dimensions sont très faibles, donc c'est favorable pour une grande intégration. Et ce qui est cherché dans les circuits, les nouveaux circuits intégrés. Voilà, grosso modo, un peu ce qui concerne ce nouveau